Dans le silence de son bureau cossu, bien après que les couloirs de l'entreprise se sont vidés, Michael Reynolds, PDG d'une société prospère, parcourt les courriels du soir. Parmi les demandes habituelles de congés ou d'ajustement d'horaire, une requête retient son attention. Sophia Carter, une cuisinière employée depuis un peu plus d'un an, demande formellement l'autorisation d'emporter les restes de nourriture après son service. La simplicité de la demande, formulée avec une politesse presque excessive, détonne. Pourquoi une démarche si officielle pour quelque chose d'aussi trivial? Michael fronce les sourcils. Sophia est une employée exemplaire, ponctuelle, discrète, toujours la dernière à quitter les cuisines. Pourtant, cette requête écrite, inhabituelle, semble porter un poids qui ne s'explique pas. Intrigué, il sent qu'il y a plus à découvrir derrière ces quelques lignes. Une curiosité inattendue s'éveille en lui, posant les bases d'un mystère autour de Sophia et de ses motivations. Le bureau de Michael Reynolds, perché au dernier étage du siège social, était une bulle de calme dans l'agitation de l'entreprise. Les murs lambrissaient de chêne, les fauteuils en cuir italien et la vue panoramique sur les lumières scintillantes de la ville témoignaient de son statut de PDG. À 22h30, l'open space au-delà de la porte vitrée était désert, les écrans éteints, les chaises soigneusement alignées. Pourtant, Michael était encore là, penché sur son ordinateur, les lunettes glissant légèrement sur son nez. La demande de Sophia Carter, affichée sur son écran, semblait presque vibrer dans le silence. Serait-il possible d'emporter les repas restants après mon service? Les mots, tapés avec soin, paraissaient anodins, mais ils avaient quelque chose d'incongru, comme une note discordante dans une mélodie familière. Michael s'adossa à son fauteuil, les sourcils froncés. En 10 ans à la tête de l'entreprise, il avait traité des milliers de requêtes, des plaintes sur les horaires, des demandes de congés, des réclamations sur des primes. Mais celle-ci était différente. Pourquoi une employée, même consciencieuse, ressentait-elle le besoin de formaliser une demande aussi banale? Les restes de nourriture, dans les cuisines de l'entreprise, n'étaient pas rares. Les chefs et les serveurs se servaient parfois discrètement, avec l'accord tacite des responsables. Alors pourquoi Sophia, cuisinière de 24 ans, avait-elle pris la peine d'écrire ce courriel? Était-ce une question de protocole ou cachait-elle autre chose? Intrigué, il ouvrit le système de gestion des ressources humaines et tapa le nom de Sophia Carter. Une photo s'afficha, une jeune femme aux cheveux bruns attachés en queue de cheval, un sourire discret, presque effacé, sur un visage fatigué mais déterminé. Son dossier était mince, presque trop propre. Âgée de 24 ans, sans conjoint, sans enfant déclaré, aucun contact d'urgence. Ce dernier détail le fit tiquer. Pas un parent, pas un ami, pas même un numéro à appeler en cas de problème. C'était inhabituel, même pour une employée aussi réservée que Sophia semblait l'être. Elle travaillait dans les cuisines depuis 13 mois, toujours à l'heure, jamais absente, souvent la dernière à partir. Ses évaluations étaient irréprochables, travailleuses, fiables, professionnelles. Mais derrière ces mots administratifs, il n'y avait rien. Aucun indice sur sa vie, ses aspirations, ses luttes. Michael passa une main sur sa mâchoire, son regard fixé sur l'écran. Était-elle simplement économe, comme tant d'autres employés qui cherchaient à réduire leurs dépenses? L'entreprise, une chaîne de restauration de gamme, offrait des salaires décents, bien au-dessus du minimum légal. Pourtant, il savait que pour beaucoup, joindre les deux bouts restait un défi. Les loyers en ville grimpaient, les factures s'accumulaient, et même un bon salaire ne garantissait pas toujours une vie confortable. Mais quelque chose dans la formulation de Sophia serait-il possible, suggérait plus qu'une simple volonté d'économiser. Il y avait une urgence contenue, une retenue qui trahissait un besoin plus profond. Était-elle dans une situation difficile? Avait-elle des dettes, des obligations cachées? Ou était-ce autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait deviner depuis son bureau climatisé? Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 22h47. Le service de Sophia se terminait à 23h. Une pensée absurde traversa son esprit, et s'il allait voir par lui-même, l'idée était ridicule. Lui, Michael Reynolds, PDG, père de famille, habitué aux réunions stratégiques et aux dîners d'affaires, n'avait aucune raison de s'immiscer dans la vie d'une employée. Son rôle était de gérer des chiffres, des budgets, des objectifs, pas de jouer les détectives. Pourtant, cette pensée refusait de s'effacer. Il y avait quelque chose dans ce courriel, dans ce serait-il possible, qui le rongeait. Une voix intérieure, qu'il n'avait pas entendue depuis des années, lui murmurait qu'il devait comprendre. Il se leva, presque malgré lui, et attrapa son manteau suspendu près de la porte. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'un homme en costume sur mesure, les tempes légèrement grisonnantes, les traits tirés par une longue journée.
Était-il vraiment en train de faire ça? Suivre une employée après son service? Comme un personnage de mauvais polar? Il secoua la tête, un sourire ironique aux lèvres. Mais ses pas le portèrent vers la porte arrière du bâtiment, celle qui donnait sur le parking des employés. Il éteignit son ordinateur, laissant le bureau dans l'obscurité, et descendit l'escalier de service, l'adrénaline commençant à pulser dans ses veines. Dehors, l'air frais de la nuit le frappa, dissipant momentanément ses doutes. Le parking était presque vide, à l'exception de quelques voitures appartenant aux employés de nuit. À travers la vitre embuée de la porte des cuisines, il aperçut Sophia, affairée à nettoyer un plan de travail. Ses gestes étaient précis, mécaniques, comme si elle répétait une chorégraphie apprise par cœur. Ses cheveux, attachés en une queue de cheval lâche, laissaient échapper quelques mèches collées à son front par la chaleur des fourneaux. Elle semblait épuisée, mais concentrée, indifférente au monde extérieur. Michael s'arrêta, soudain conscient de l'étrangeté de sa présence ici. Que cherchait-il exactement? Une réponse, peut-être, ou une vérité qui n'était pas ce de vouloir découvrir. Il recula dans l'ombre, à l'abri des lampadaires, et attendit. Quelques minutes plus tard, un responsable tendit à Sophia un sac en papier brun. Elle hocha la tête, un merci à peine audible, et glissa le sac sous son bras. Puis, elle enleva son tablier, le plia avec soin, attrapa un sac à dos usé suspendu à un crochet, et sortit dans la nuit. Ses pas étaient rapides, déterminés, comme si elle savait exactement où elle allait. Elle se dirigea vers l'arrêt de bus au bout de la rue, ses épaules légèrement voûtées sous le poids de la fatigue. Michael resta figé un instant, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Suivre Sophia était une ligne qu'il n'avait jamais franchie. En tant que PDG, il avait toujours maintenu une distance professionnelle, une barrière entre lui et les employés. Les affaires personnelles, les luttes individuelles, tout cela relevait des ressources humaines, pas de son bureau. Mais ce soir, cette barrière semblait fragile, prête à s'effondrer. Il monta dans sa berline noire, garée à quelques mètres, et démarra le moteur, le ronronnement discret brisant le silence. Il ne savait pas encore pourquoi il faisait cela, ni ce qu'il espérait trouver. Mais une chose était certaine, il ne pouvait pas rentrer chez lui, pas maintenant, pas avant d'avoir compris ce qui se cachait derrière la demande de Sophia Carter. L'air de la nuit était frais, presque mordant, lorsque Michael Reynolds sortit par la porte arrière du bâtiment. Il resserra le col de son manteau en laine, un réflexe contre le froid qui contrastait avec la chaleur étouffante de son bureau. Le parking des employés, baigné par la lueur pâle des lampadaires, était presque désert, à l'exception de quelques voitures appartenant aux équipes de nuit. À travers la vitre embuée des cuisines, il aperçut Sophia Carter, penchée sur un plan de travail, une éponge à la main. Ses mouvements étaient rapides, méthodiques, comme si chaque geste était calculé pour maximiser l'efficacité après une longue journée. Ses cheveux bruns, attachés en une queue de cheval lâche, laissaient échapper quelques mèches collées à son front, témoignant des heures passées sous la chaleur des fourneaux. Elle semblait à la fois épuisée et résolue, une silhouette solitaire dans la lumière crue des néons. Michael s'arrêta dans l'ombre, à quelques mètres de sa berline noire. Une part de lui, celle qui avait gravi les échelons jusqu'au poste de PDG, lui criait de faire demi-tour, de rentrer chez lui, de laisser cette curiosité absurde s'éteindre. Mais une autre part, plus instinctive, le clouait sur place. Il voulait comprendre. Pourquoi cette demande de reste? Pourquoi cette formalité? Sophia finit de nettoyer, échangea quelques mots avec un responsable et reçut un sac en papier brun qu'elle glissa sous son bras avec un simple hochement de tête. Elle enleva son tablier, le plia soigneusement, attrapa un sac à dos usé suspendu à un crochet et sortit dans la nuit. Ses pas étaient rapides, déterminés, comme si elle connaissait chaque fissure du trottoir menant à l'arrêt de bus au bout de la rue. Michael hésita, ses clés de voiture pesant lourd dans sa main. Suivre un employé était une frontière qu'il n'avait jamais envisagé de franchir. Son monde à lui était fait de réunions stratégiques, de rapports financiers, de dîners dans des restaurants étoilés où l'addition dépassait le salaire hebdomadaire de Sophia. Pourtant, ce soir, il ne pouvait pas détourner les yeux. Il monta dans sa berline, démarra le moteur avec un ronronnement discret et attendit. Sous un lampadaire vacillant, Sophia se tenait immobile, les bras croisés, changeant de position d'un pied sur l'autre. Le bus était en retard. Michael observa son souffle formé de petits nuages dans l'air froid, sa silhouette frêle éclairée par intermittence. Elle ne regardait ni son téléphone ni autour d'elle. Son regard était fixé sur l'horizon, comme si elle portait le poids d'une journée interminable. Enfin, des phares percèrent l'obscurité. Sophia monta dans le bus sans un regard en arrière, et Michael démarra, prenant soin de garder ses distances. La berline glissait silencieusement dans les rues, suivant les feux arrière du bus à travers la ville.
Les premières minutes furent familières. Les immeubles de verre du centre-ville, les néons des boutiques, les passants pressés. Mais bientôt, le paysage changea. Les rues s'élargirent, puis se rétrécirent, les lampadaires se firent plus rares, remplacés par des ombres longues et des bâtiments aux façades écaillées. Les vitrines cédèrent la place à des stores baissés, des graffitis à moitié effacés, des terrains vagues jonchés de débris. Michael, habitué aux quartiers huppés, sentit un malaise grandir. Où allait-elle? Combien de temps durait ce trajet chaque soir, après des heures debout dans les cuisines? Le bus s'arrêta à plusieurs reprises, mais Sophia restait à bord. Michael vérifia l'heure sur le tableau de bord, minuit 22. Presque une heure s'était écoulée et ils étaient loin du cœur de la ville. Les maisons, de plus en plus délabrées, semblaient s'effondrer sous leur propre poids, leurs clôtures en grillage tordues par le temps. Enfin, Sophia tira le cordon jaune du bus, signalant son arrêt. Michael gara sa voiture à bonne distance, dans une rue sombre où les lampadaires ne fonctionnaient plus. Il l'observa descendre, le sac en papier toujours serré contre elle, et marcher d'un pas assuré, sans jamais ralentir ni regarder autour d'elle. Ce n'était pas un quartier dangereux, mais ce n'était pas non plus un endroit où l'on s'attardait seul la nuit. Elle tourna à un coin de rue et disparut derrière une rangée de voitures rouillées. Michael serra le volant, son cœur battant plus vite qu'il ne voulait l'admettre. Il avança lentement, éteignant ses phares pour ne pas attirer l'attention. Puis il la vit. Pas un appartement, pas une maison, mais une caravane posée sur un terrain vague comme un vestige oublié. La peinture écaillée, les fenêtres aux rideaux fins, la structure bancale, tout criait la précarité. Sophia monta les marches en métal branlantes, jonglant avec le sac tout en déverrouillant la porte avec précaution. Une lumière faible s'alluma à l'intérieur, projetant des ombres fragiles sur les rideaux. Michael resta figé, le moteur de sa voiture à peine audible dans le silence. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Pas du tout. Il gara la berline à une distance prudente, assez loin pour ne pas être vu, mais assez près pour observer. Ses mains se crispèrent sur le volant, ses articulations blanchissant sous la pression. Sophia travaillait pour lui depuis plus d'1 an. Elle n'était pas une adolescente à mi-temps, mais une employée à plein temps, enchaînant parfois des doubles services. Son salaire, bien qu'il ne connût pas le montant exact, était supérieur au minimum légal. Cela aurait dû suffire pour un petit appartement, un studio, quelque chose de décent. Et pourtant, elle vivait ici, dans une caravane qui semblait à peine tenir debout, dans un coin de la ville où même les lampadaires abandonnaient. Michael se pencha légèrement en avant, plissant les yeux pour mieux voir. À travers les rideaux fins, il distingua un intérieur exigu, encombré. Les murs étaient tachés, la moquette usée jusqu'à la corde. Il n'y avait ni tableau, ni plante, ni signe de confort, juste l'essentiel, réduit à sa plus simple expression. Une table bancale, quelques chaises dépareillées, une ampoule nue suspendue au plafond. C'était un endroit où l'on survivait, pas où l'on vivait. Michael sentit sa gorge se nouer. Lui, qui dînait dans des restaurants où un plat coûtait plus que ce que Sophia gagnait en une journée, qui rentrait chaque soir dans une maison avec un jardin bien entretenu et des chambres climatisées, ne pouvait concevoir une telle réalité. Comment était-ce possible? Comment une employée de son entreprise, une femme qui passait 16 heures par jour à préparer des repas pour d'autres, pouvait-elle vivre dans un tel dénuement? Il pensa à son propre trajet du soir, à la facilité avec laquelle il montait dans sa voiture, mettait la radio et rentrait chez lui sans un regard pour le monde extérieur. Sophia, elle, prenait le bus pendant 1 heure pour arriver ici. Après une journée à trimer sous la chaleur des cuisines, à sourire aux clients, à nettoyer des plans de travail jusqu'à ce qu'ils brillent. Michael sentit une vague de malaise l'envahir, un mélange de honte et d'incrédulité. Il avait toujours cru que son entreprise offrait des conditions justes, des salaires corrects. Mais ce qu'il voyait devant lui était une vérité brute, dérangeante. Sophia ne vivait pas, elle survivait, à peine, dans un monde qui n'avait jamais pris la peine d'imaginer. Son regard resta fixé sur la caravane, sur la lumière tremblante qui semblait sur le point de s'éteindre. Il ne savait pas encore ce qu'il trouverait en continuant à observer, mais une chose était claire. La réalité de Sophia allait ébranler tout ce qu'il croyait savoir sur son entreprise, sur ses employés et sur lui-même. La distance entre son monde et le sien, qu'il avait toujours ignoré, s'effondrait sous ses yeux, et il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Michael Reynolds était immobile dans sa berline noire, garé à l'ombre d'un lampadaire éteint, le moteur réduit à un murmure. Ses mains, crispées sur le volant, tremblaient légèrement, non pas à cause du froid qui s'infiltrait par la vitre entr'ouverte, mais sous le poids de ce qu'il venait de découvrir. À travers les rideaux fins de la caravane, la lumière vacillante d'une ampoule lui projetait des ombres fragiles, révélant un monde qu'il n'avait jamais imaginé pour une employée de son entreprise.
Sophia Carter, la cuisinière discrète qui avait écrit ce courriel si formel pour demander des restes, vivait dans cet espace exigu, une caravane délabrée qui semblait à peine tenir debout. Les murs tachés, la moquette usée jusqu'à la trame, l'absence de tout confort, tout cela heurtait Michael comme un coup au plexus. Comment était-ce possible? Comment une employée à temps plein, dans une entreprise qu'il dirigeait avec fierté, pouvait-elle vivre ainsi? Il se pencha légèrement en avant, plissant les yeux pour mieux voir à travers la faible lueur. Sophia était entrée dans la caravane, posant le sac en papier brun sur une table bancale. Elle avait à peine refermé la porte que 3 petites silhouettes émergèrent de l'ombre, comme des papillons attirés par la lumière. Des enfants, 2 filles et un garçon, âgés d'environ 6 à 10 ans, le visage illuminé par un mélange d'excitation et de fatigue. Ils se précipitèrent vers Sophia, entourant sa taille de leurs bras frêles, le voix aiguë perçant le silence de la nuit. Michael sentit son souffle se couper. Des enfants? Étaient-ce les siens? Non. Elle avait 24 ans, ils étaient trop jeunes pour être ses enfants. Ses frères et sœurs, peut-être? Une vague de questions le submergea, mais avant qu'il puisse y répondre, une autre silhouette apparut. Une femme âgée, frêle, les épaules voûtées, ses cheveux grisonnants retenus par un chignon lâche. Elle s'avança lentement, appuyée sur une chaise pour garder l'équilibre, ses gestes tremblants trahissant une santé fragile. Une grand-mère? Sans doute. Sophia s'agenouilla près de la vieille femme, l'aidant doucement à s'asseoir sur une chaise usée. Elle posa une main sur son épaule, un geste tendre, presque instinctif, avant de retourner vers le sac en papier. Michael observa, hypnotisé, alors qu'elle déballait précautionneusement le contenu, des restes de la cuisine du restaurant, soigneusement emballés dans des boîtes en aluminium. Elle répartit la nourriture sur 4 assiettes en plastique, ses mouvements précis mais empreints d'une fatigue palpable. Les enfants s'installèrent autour de la table, leurs yeux brillants d'anticipation. La grand-mère, plus lente, prit une fourchette d'une main tremblante. Mais ce qui frappa Michael, ce qui lui serra la poitrine comme un étau, c'était l'assiette de Sophia. Elle était là, devant elle, mais elle ne la touchait pas. Elle coupait la nourriture en petits morceaux, la déplaçait sur son assiette, souriait aux enfants lorsqu'ils parlaient, hochait la tête à leurs histoires. Mais elle ne mangeait pas. Il fallut un moment à Michael pour comprendre. Elle faisait semblant. Elle feignait de manger, déplaçant les morceaux de nourriture pour donner l'illusion qu'elle partageait le repas. Les enfants, absorbés par leurs assiettes, ne semblaient pas le remarquer. La grand-mère, les yeux baissés sur sa propre portion, ne voyait rien non plus. Mais Michael, lui, voyait tout. Sophia renonçait à son repas pour s'assurer que les autres en aient assez. Ce n'était pas un geste isolé, il le sentait. C'était une habitude, un sacrifice qu'elle répétait peut-être chaque soir, un choix qu'elle faisait pour protéger ceux qu'elle aimait. Son estomac se noua. Combien de fois avait-elle fait cela? Combien de nuits avait-elle passé le ventre vide, après 16 heures à cuisiner pour des clients qui ne la connaissaient même pas? Il ferma les yeux un instant, essayant de calmer la tempête qui montait en lui. L'image de son propre dîner, quelques heures plus tôt, s'imposa à son esprit. Un steak parfaitement cuit, servi dans un restaurant aux nappes blanches, accompagné d'un verre de vin à $100. Il n'avait même pas fini son assiette, repoussant les restes sans y penser, tandis qu'un serveur empressé débarrassait la table. Et ici, dans cette caravane, Sophia sacrifiait son propre repas pour 3 enfants et une grand-mère. La disparité était vertigineuse, presque insupportable. Michael rouvrit les yeux, fixant la scène à travers les rideaux. Les enfants mangeaient rapidement, comme s'ils craignaient que la nourriture ne disparaisse. La grand-mère, plus lente, mâchait avec difficulté, ses mains tremblantes luttant pour tenir la fourchette. Sophia, elle, continuait son simulacre, un sourire fatigué aux lèvres, répondant au bavardage des enfants avec une douceur qui contrastait avec l'épuisement gravé sur son visage. Puis, un détail attira son attention. Dans un coin de la caravane, à peine visible sous la lumière faible, il aperçut un matelas fin, à peine plus épais qu'une couverture, posé à même le sol près de la cuisine. Une couverture soigneusement pliée reposait sur le bord. Michael déglutit difficilement. C'était là qu'elle dormait. Pas une chambre, pas un lit, pas même un canapé-lit. Juste un matelas, dans un espace si exigu qu'il semblait impossible qu'une famille entière puisse y vivre. Après des doubles services, après des heures à trimer sous la chaleur des fourneaux, à servir des repas à des inconnus, Sophia rentrait ici, dans cet espace qui n'offrait ni confort ni repos. Elle dormait sur le sol, à côté d'une table où elle ne mangeait même pas. Michael sentit une colère sourde monter en lui, mêlée de culpabilité. Il dirigeait une entreprise qui se vantait d'être familiale, qui organisait des séminaires sur la satisfaction des employés, qui distribuait des primes et des médailles pour l'engagement exceptionnel.
Et pourtant, l'une de ses employées les plus travailleuses vivait dans une caravane, se privant de nourriture pour nourrir sa famille, dormant sur un matelas à même le sol. Comment avait-il pu ne rien voir? Comment son entreprise, avec ses rapports trimestriels et ses enquêtes de satisfaction, avait-elle pu ignorer une telle réalité? Il pensa au budget qu'il approuvait sans sourciller, des milliers de dollars pour des campagnes marketing, des rénovations de bureaux, des dîners d'affaires où la nourriture finissait à la poubelle. Et pendant ce temps, Sophia se sacrifiait en silence, jour après jour, pour des enfants qui n'étaient peut-être même pas les siens. Il se rappela une réunion récente où un consultant avait vanté les mérites de leur culture d'entreprise. Les mots sonnaient creux maintenant, comme une plaisanterie cruelle. Une culture d'entreprise qui laissait une employée vivre ainsi n'était pas une culture, c'était un échec. Michael serra les poings, ses articulations blanchissant sous la pression. Il était en colère, oui, mais pas seulement contre le système qu'il avait contribué à bâtir. Il était en colère contre lui-même. Il avait passé des années à se convaincre que ses employés étaient bien traités, que les salaires étaient justes, que les avantages suffisaient. Mais ce soir, face à cette caravane, face à Sophia qui jouait la comédie pour ne pas inquiéter sa famille, il ne pouvait plus se mentir. Il faisait partie du problème. La scène devant lui continuait, implacable. Sophia ramassa une assiette vide, répondant à une question d'un des enfants avec un rire doux, presque fragile. Mais Michael voyait la vérité dans ses gestes. La façon dont elle massait discrètement ses tempes, la manière dont ses épaules s'affaissaient lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Elle était épuisée, au bord de l'effondrement, mais elle tenait bon pour eux, pour ces 3 enfants qui riaient autour d'elle, pour cette grand-mère dont chaque mouvement semblait coûter un effort immense. Michael avala difficilement, sa gorge serrée par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas juste de la pitié. C'était une prise de conscience brutale, un miroir tendu vers sa propre vie, vers les privilèges qu'il avait toujours tenus pour acquis. Il pensa à sa maison, à ses enfants endormis dans des lits confortables, à sa femme qui l'attendait peut-être avec un verre de vin et une conversation légère sur la journée. Puis il regarda la caravane, cet espace où chaque objet semblait crier la survie, où chaque geste de Sophia était un acte de sacrifice. La culpabilité le frappa de plein fouet, mais elle était accompagnée d'autre chose, une détermination naissante, encore fragile, mais bien réelle. Il ne pouvait pas effacer ce qu'il venait de voir. Il ne pouvait pas rentrer chez lui et prétendre que tout allait bien. Sophia n'était pas juste une employée en difficulté. Elle était la preuve vivante que son entreprise, son leadership, avait échoué. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, était un appel à agir. Michael Reynolds restait figé dans sa berline, le volant serré à s'en faire mal aux jointures, son regard rivé sur la caravane où une lumière faible s'éteignait peu à peu. Le bourdonnement sourd de la rue, les crissements occasionnels d'un pneu sur le gravier, tout semblait étouffé par le poids de ce qu'il venait de voir. Sophia Carter, son employée, une jeune femme de 24 ans qui passait ses journées à préparer des repas pour des clients qu'il ne connaissait pas, vivait dans une précarité qu'il n'aurait jamais imaginée. Elle ne se contentait pas de renoncer à son propre repas pour nourrir 3 enfants et une grand-mère fragile. Elle dormait sur un matelas posé à même le sol, dans un espace si exigu qu'il semblait défier les lois de l'habitabilité. Cette image, Sophia feignant de manger, souriant pour rassurer sa famille, épuisée mais inébranlable, s'était gravée dans l'esprit de Michael comme une accusation silencieuse. Il ferma les yeux, essayant de calmer le tumulte dans sa poitrine. Mais les images persistaient. D'un côté, la caravane, ses murs tachés, son ampoule vacillante, le matelas mince où Sophia s'effondrait chaque nuit après 16 heures de travail. De l'autre, sa propre vie, une maison spacieuse dans un quartier huppé, des enfants qui dormaient dans des chambres décorées avec soin, un réfrigérateur toujours plein, des dîners dans des restaurants où un seul plat coûtait plus que ce que Sophia gagnait en 2 jours. Ce soir-là, il avait mangé un filet mignon, à peine touché, dans un restaurant aux nappes blanches, discutant de stratégie marketing avec des associés. Il n'avait même pas pensé à demander un doggy bag. Les restes avaient probablement fini à la poubelle, comme tant d'autres soirs. Et pendant ce temps, Sophia jouait la comédie devant sa famille, déplaçant des morceaux de nourriture sur une assiette qu'elle ne toucherait pas, pour s'assurer que les enfants et leur grand-mère étaient assez. Michael rouvrit les yeux, son souffle court. La disparité était vertigineuse, presque obscène. Il dirigeait une entreprise qui se targuait d'être familiale, qui envoyait des courriels vantant ses valeurs d'entraide et d'équité. Il avait signé des politiques internes, approuvé des grilles salariales, assisté à des séminaires où des consultants en costume parlaient de bien-être des employés. Mais ce soir, face à cette caravane, ses mots sonnaient creux, comme une façade soigneusement entretenue pour masquer une vérité brutale. Sophia n'était pas une exception. Il le savait.
Combien d'autres employés, dans ses cuisines, ses bureaux, ses équipes de nettoyage, vivaient des luttes similaires? Combien se présentaient chaque matin, le ventre vide, un sourire plaqué sur le visage, pour faire tourner l'entreprise qui payait son propre salaire à 6 chiffres? Il pensa au budget qu'il validait sans sourciller. Des milliers de dollars pour des campagnes publicitaires, des rénovations de bureaux, des machines à expresso dernier cri pour la salle de pause des cadres. Il pensa au dîner d'affaires, au plateau de hors-d'œuvre laissé à moitié entamé, au reste jeté à la fin de chaque service dans les cuisines du restaurant. Cette nourriture, des plats que Sophia préparait de ses propres mains, aurait pu nourrir sa famille pendant des jours. Michael sentit une colère sourde monter en lui, dirigée non seulement contre le système qu'il avait contribué à bâtir, mais contre lui-même. Il avait cru, pendant des années, que son entreprise traitait ses employés équitablement. Il avait lu les rapports, signé les chèques, applaudi les initiatives de satisfaction du personnel. Mais il n'avait jamais regardé, vraiment regardé, au-delà des chiffres et des graphiques. Ce soir, il avait vu, et ce qu'il avait vu le bouleversait jusqu'au plus profond de son être. Il se redressa dans son siège, ses mains relâchant légèrement le volant. La culpabilité était là, pesante, mais elle n'était pas seule. Une autre émotion, plus vive, plus pressante, commençait à prendre forme. Une détermination, un besoin urgent d'agir. Il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait vu. Il ne pouvait pas rentrer chez lui, s'asseoir dans son salon confortable et prétendre que tout allait bien. Sophia n'était pas juste une employée en difficulté. Elle était le miroir d'un échec plus large, un échec dont il était responsable. En tant que PDG, il avait le pouvoir, non, le devoir de changer les choses. Et pour la première fois depuis longtemps, il comprit que se sentir mal ne suffisait pas. Les regrets, les bonnes intentions, les excuses, rien de tout cela ne donnerait à Sophia un lit décent, un repas complet ou la sécurité qu'elle méritait. Michael baissa les yeux sur son tableau de bord, où l'horloge digitale affichait minuit 45. La ville était endormie, mais son esprit bouillonnait. Il repensa aux réunions du conseil, aux discussions interminables sur les marges de profit, les parts de marché, les objectifs de croissance. Combien de fois avait-il approuvé des dépenses frivoles sans se poser de questions? Combien de fois avait-il ignoré les signaux, les courriels comme celui de Sophia, qui auraient dû l'alerter? Il pensa à son bureau, avec ses fauteuils en cuir qui coûtaient plus que cette caravane entière, à sa machine à expresso personnel, à ses vols en première classe pour des conférences internationales. Puis il pensa au matelas de Sophia, à peine plus épais qu'une couverture, posé à même le sol. La honte le frappa de plein fouet, mais elle fut vite remplacée par une résolution froide, presque tranchante. Cela devait cesser. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, il saisit son téléphone, posé sur le siège passager, et fit défiler sa liste de contacts. Ses doigts s'arrêtèrent sur le nom de David, son directeur des opérations, l'homme en charge des programmes pour les employés. Sans hésiter, il appuya sur « Appeler ». La sonnerie retentit 2 fois avant qu'une voix ensommeillée, mais teintée d'une politesse automatique, ne réponde. « Monsieur Reynolds, il est minuit passé. Tout va bien ?» Michael jeta un dernier regard à la caravane où les ombres avaient disparu dans l'obscurité. « Non !» répondit-il, sa voix ferme, presque coupante. « Rien ne va. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, un silence lourd, comme si David sentait que quelque chose d'important se jouait. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il prudemment. Michael inspira profondément, son regard toujours fixé sur la caravane. « On doit régler ça. Tout ça. Première heure demain matin. » Il ne laissa pas à David le temps de répondre, de poser des questions, de chercher des excuses. Il raccrocha, le téléphone glissant sur ses genoux. Ce n'était pas une discussion, pas une négociation. C'était une décision, une ligne tracée dans le sable. Michael démarra la voiture, mais il ne rentra pas chez lui. Il resta là, dans l'obscurité, les phares éteints, fixant l'endroit où la lumière de la caravane s'était éteinte. Son esprit tournait à toute vitesse, élaborant des plans, des changements, des réformes. Il ne s'agissait plus seulement de Sophia. Il s'agissait de chaque employé qu'il avait ignoré, de chaque lutte qu'il n'avait pas vue, de chaque injustice qu'il avait laissé prospérer sous son leadership. Ce soir-là, Michael ne se voyait plus seulement comme un PDG, un homme de chiffres et de stratégie. Il se voyait comme quelqu'un qui avait le pouvoir de faire mieux, de réparer ce qui était brisé. La vision de Sophia, de sa famille, de son sacrifice, avait allumé une étincelle qu'il ne pouvait plus ignorer. Il ne savait pas encore à quel point l'histoire de Sophia allait changer son entreprise, mais une chose était certaine, il ne serait plus jamais le même. Pendant ce temps, Sophia Carter arriva au travail comme chaque matin,
ponctuels, son tablier impeccablement noué, ses cheveux tirés en une queue de cheval stricte. Elle traversa les cuisines avec sa discrétion habituelle, ignorant que les rouages d'un changement profond s'étaient mis en branle. En milieu de matinée, son manager, une femme d'âge mûr nommée Clara, l'appela dans un petit bureau à l'arrière du restaurant. Sophia s'essuya les mains sur son tablier, un pli d'inquiétude barrant son front. Avait-elle fait quelque chose de mal? Était-ce à propos de sa demande de reste? Clara lui tendit une enveloppe blanche, son visage inhabituellement solennel. « Ouvre-la » dit-elle simplement. Sophia hésita, ses doigts effleurant le papier. À l'intérieur, elle trouva une lettre officielle, estampillée du logo de l'entreprise. Les mots dansaient sous ses yeux. « Augmentation significative, reconnaissance de votre engagement, nouveau programme de soutien. » Son salaire, déjà supérieur au minimum légal, venait d'être revalorisé à un niveau qui changeait tout. Assez pour quitter la caravane, pour louer un appartement avec des murs solides et des fenêtres qui ne laissaient pas passer le vent. Assez pour acheter de la nourriture sans avoir à compter chaque centime, pour offrir à ses frères et sœurs des vêtements neufs, pour permettre à sa grand-mère de consulter un médecin sans craindre la facture. Sophia relut la lettre, incrédule, ses mains tremblant légèrement. Clara, voyant son émotion, posa une main sur son épaule. « Tu le mérites » murmura-t-elle, et ce n'est que le début. Pour Sophia, ce moment marqua un tournant. Pour la première fois depuis des années, elle sentit un poids s'alléger, une lueur d'espoir percer l'épuisement qui l'avait accompagnée si longtemps. Elle retourna aux cuisines, son pas plus léger, un sourire timide aux lèvres. Ce soir-là, elle rentrerait dans la caravane, mais elle savait que ce n'était que temporaire. Un avenir plus sûr, plus stable, se dessinait pour elle et sa famille, un avenir où elle n'aurait plus à feindre de manger pour rassurer les enfants, où elle pourrait s'asseoir à table avec eux et partager un vrai repas. Pour Michael, cette journée fut une métamorphose. Il n'était plus le PDG détaché qui signait des budgets sans se poser de questions, qui déléguait les problèmes humains aux ressources humaines. La vision de Sophia, de sa famille, de son sacrifice, l'avait forcé à regarder en face les failles de son entreprise et de son propre leadership. Il passa l'après-midi à travailler avec son équipe, peaufinant les détails des nouvelles politiques, s'assurant que chaque mesure serait appliquée avec rigueur et compassion. Il pensa aux autres Sophia dans son entreprise, ceux qui, en silence, luttaient pour survivre, selon les courriels n'avaient jamais attiré son attention. Il ne pouvait pas tout réparer en un jour, mais il pouvait commencer. Et il le ferait. En fin de journée, Michael s'arrêta devant la fenêtre de son bureau, regardant la ville s'illuminer sous le crépuscule. Il ne voyait plus seulement les immeubles de verre et les néons. Il voyait les gens, les vies invisibles qui faisaient tourner son entreprise. Il pensa à Sophia, à son sourire fatigué, à sa force tranquille. Il ne l'avait jamais rencontrée en personne, mais elle avait changé quelque chose en lui. Elle lui avait rappelé que diriger une entreprise, ce n'était pas seulement une question de profit, mais de responsabilité envers ceux qui la faisaient vivre. Ce matin-là, il était entré dans ce bureau en tant que PDG. Il en repartait en tant que leader, déterminé à faire mieux, à construire une entreprise où personne n'aurait à vivre comme Sophia l'avait fait. Le soleil couchant baignait la ville d'une lueur orangée, ses rayons se reflétant sur les vitres des immeubles comme un rappel que chaque jour pouvait apporter un renouveau. Dans les cuisines du restaurant, Sophia Carter terminait son service, son tablier taché soigneusement plié avant qu'elle ne le range dans son casier. Ce soir, elle n'avait pas à se presser pour attraper le dernier bus, ni à jongler avec un sac de restes pour nourrir sa famille. L'enveloppe remise par Clara, son manager, reposait encore dans son sac à dos, plié avec soin comme un talisman. À l'intérieur, la promesse d'un salaire revalorisé, d'un avenir où elle pourrait quitter la caravane pour un appartement avec des murs solides, des fenêtres qui ne laissaient pas passer le froid et assez de place pour que ses frères et sœurs aient chacun un lit. Pour la première fois depuis des années, Sophia sentit un poids s'alléger sur ses épaules. En traversant les cuisines, elle échangea un sourire avec un collègue, un sourire vrai, dépourvu de l'attention qu'elle portait autrefois comme une seconde peau. Ce soir, elle rentrerait auprès de sa grand-mère et des enfants, non pas avec des restes, mais avec une lueur d'espoir, la sécurité, la dignité et la possibilité de vivre, pas seulement de survivre. À quelques kilomètres de là, Michael Reynolds se tenait dans son bureau, les mains dans les poches, regardant la ville s'illuminer sous le crépuscule. Les dossiers sur son bureau, rapports financiers, projections de croissance semblaient moins pressants qu'auparavant. La veille, il avait vu la réalité brute de la vie de Sophia, une réalité qui avait fracassé les illusions qu'il entretenait sur son entreprise et sur lui-même. Cette nuit-là, dans l'obscurité de sa berline, face à la caravane délabrée, il avait pris une décision qui allait au-delà d'une simple réforme.
Il avait choisi de devenir un leader différent, un leader qui voyait ses employés non pas comme des numéros sur une grille salariale, mais comme des êtres humains avec des luttes, des espoirs et des besoins. Cette transformation, amorcée par un courriel anodin et une nuit d'insomnie, était encore en cours, mais elle était irréversible. Dans les jours qui suivirent, les changements annoncés par Michael prirent forme avec une rapidité qui surprit même ses cadres les plus sceptiques. Les restes alimentaires, autrefois jetés sans réfléchir, étaient désormais soigneusement emballés et distribués aux employés qui en avaient besoin, avec une discrétion qui respectait leur dignité. Une équipe dédiée veillait à ce que chaque portion soit remise avec soin, transformant ce qui était autrefois un gaspillage en un geste de solidarité. Les salaires furent réévalués, non pas en une vague promesse, mais avec des augmentations concrètes pour les employés à temps plein, garantissant qu'aucun d'eux n'ait à choisir entre un loyer et un repas. Le programme d'aide d'urgence, financé par une réallocation des budgets autrefois destinés à des dépenses superflues, commença à soutenir ceux qui faisaient face à des factures imprévues ou à des crises personnelles. Ces mesures, bien que simples en apparence, envoyaient un message clair. L'entreprise n'était plus seulement un lieu de profit, mais un lieu où les gens comptaient. Pour Sophia, l'impact fut immédiat et profond. Avec son nouveau salaire, elle signa un bail pour un petit appartement en périphérie de la ville, un 2 pièces modeste mais propre, avec une cuisine où elle pourrait préparer des repas pour sa famille sans craindre de manquer. Les enfants, ravis, exploraient leur nouvelle chambre, riant en sautant sur des lits d'occasion qu'elle avait achetés avec ses premières économies. Sa grand-mère, dont les mains tremblantes trouvaient désormais du repos sur un fauteuil confortable, lui souriait avec une tendresse qui valait plus que tous les mots. Sophia, pour la première fois depuis longtemps, s'assit à table avec eux, partageant un repas qu'elle n'avait pas eu à mendier ou à feindre de manger. Elle n'avait plus besoin de jouer la comédie, de cacher sa faim ou son épuisement. Elle pouvait être elle-même une grande sœur, une petite fille, une femme qui, malgré les années de lutte, n'avait jamais cessé de croire en un avenir meilleur. Michael, lui, ne rencontra jamais Sophia en personne. Il n'avait pas besoin de la voir pour savoir qu'il avait fait une différence. Les rapports qui arrivaient sur son bureau, les retours des managers et même les murmures dans les couloirs lui confirmaient que les changements portaient leurs fruits. Mais plus que les chiffres ou les témoignages, c'était une sensation intérieure qui le guidait désormais. Il repensait souvent à cette nuit, à la caravane, à l'ampoule vacillante, au matelas sur le sol. Ces images étaient devenues une boussole, un rappel constant de ce qui comptait vraiment. Il avait cru, pendant des années, que son rôle de PDG se limitait à maximiser les profits, à impressionner les actionnaires, à bâtir une marque. Mais Sophia lui avait appris quelque chose de plus grand. Diriger, c'était aussi prendre soin, écouter, voir ce que l'on avait trop longtemps ignoré. Le message de cette transformation allait au-delà de l'entreprise. Il touchait à une vérité universelle. Les inégalités, souvent invisibles, prospéraient dans l'indifférence, mais elles pouvaient être combattues par l'empathie et l'action. Michael n'était pas un héros. Il était un homme qui avait ouvert les yeux, qui avait choisi de regarder là où il avait toujours détourné le regard. Et dans ce choix, il avait trouvé un sens nouveau à son rôle. Il savait que le chemin serait long, que d'autres employés avaient des histoires comme celle de Sophia, des luttes qu'il n'avait pas encore découvertes. Mais il était prêt à les entendre, à agir, à réparer. Chaque pas en avant, une augmentation, un repas distribué, une aide financière, était une pierre posée pour construire un avenir où personne ne serait laissé pour compte. L'histoire de Sophia et de Michael se terminait sur une note d'espoir, non pas comme une fin, mais comme un commencement. Pour Sophia, c'était la promesse d'une vie plus stable où elle pourrait offrir à sa famille la sécurité qu'elle avait si durement combattue. Pour Michael, c'était une réinvention, un passage d'un leadership distant à une vision humaine, ancrée dans la responsabilité et la compassion. Et pour tous ceux qui entendraient cette histoire, c'était une invitation à réfléchir sur les inégalités qui se cachent dans l'ombre, sur le pouvoir de l'empathie pour les éclairer et sur la force des actions concrètes pour changer des vies. Ce jour-là, dans le crépuscule d'une ville en mouvement, une employée et un PDG avaient redéfini ce que signifiait faire partie d'une même communauté. Et dans ce lien, fragile mais puissant, résidait l'espoir d'un monde meilleur.